Bonjour à tous, vous êtes sur Radio CHU et vous écoutez Point d'orgue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'organiste et harmoniumiste Emmanuel Pellapra. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Bordeaux-Montaigne également, et votre thèse porte sur la fabrication de votre instrument, l'harmonium. Alors, comment ça marche, l'harmonium, c'est quoi ? Alors, l'harmonium, c'est une invention du début du 19e siècle pour suppléer à un défaut de l'orgue qui est de ne pas pouvoir faire de nuances. Sur un orgue, vous pouvez l'avantage de ces instruments par rapport au piano, par exemple, c'est de pouvoir avoir des sons tenus et de pouvoir entretenir le son comme quand vous chantez, par exemple, que vous jouez d'un instrument avant. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas faire de crescendo, vous ne pouvez pas enfler le son ou le diminuer. Donc, les chercheurs, les facteurs, ont cherché à rendre cet instrument expressif, c'est-à-dire capable de faire des nuances, et malheureusement avec des tuyaux ce n'est pas possible, parce que quand vous mettez plus de pression dans un tuyau, le son monte tout simplement et ça se désaccorde. Donc on s'est penché vers un autre organe de production du son qui est l'anche libre. C'est une petite languette qui vibre comme une sorte de roseau qui vibrerait et qui est le même principe d'ailleurs que l'accordéon, hein. C'est la même production du son, et avec ce petit organe, l'anche libre, on peut faire des nuances tout en tenant les sons, donc d'où la proximité avec l'orgue, parce que c'est un instrument à clavier et à vent, mais par contre la façon dont le son est émis n'a rien à voir avec l'orgue. Et donc du coup, la principale différence avec l'orgue, c'est qu'on peut faire des nuances avec l'harmonium et pas avec l'orgue. Exactement. Voilà. Et puis donc vous faites ces nuances grâce au pied, puisque l'harmonium a été inventé avant que l'électricité rentre dans les foyers. Donc c'est avec vous, en fait, vous pédalez avec les pieds, vous mettez en action les pompes, et plus vous appuyez fort, et plus le son est fort. Et donc c'est un instrument, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un instrument d'église, c'est plutôt un instrument de salon, puisque dans une église, un harmonium, bien sûr ça existe, mais c'est surtout fait pour accompagner des chants, donc il n'y a pas besoin de faire autant de nuances qu'on pourrait en avoir besoin pour la musique de chambre. Et donc vous parliez des nuances au pied à l'harmonium, à l'orgue c'est bien un clavier qu'on a au pied, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors on a plusieurs claviers, il y en a d'ailleurs plusieurs pour les mains, ça peut aller jusqu'à 5 claviers, et vous avez un clavier pour les pieds aussi, que vous jouez avec les deux mains, et le but d'avoir ces claviers, c'est que ça vous permet de faire plusieurs, justement comme on peut pas faire de nuances, on va se servir des claviers pour avoir plusieurs plans sonores, mais les plans sont figés. Par exemple, vous pouvez jouer très fort sur un clavier, et très doux sur un autre, mais il y a pas, vous pouvez pas faire un intermédiaire sur un même clavier, en restant sur le même clavier. Il faut enlever des jeux pour cela. Et donc c'est ça que permet l'harmonium. Et c'est ça que permet l'harmonium. Et c'est quoi votre premier instrument à la base, au tout début ? Classiquement, j'ai fait du piano, parce que c'est souvent l'instrument qu'on pratique le plus, l'instrument à clavier. Mais dans ma tête, c'était, quand j'étais adolescent, je voulais faire du clavecin. Donc dès que j'ai eu un niveau suffisant, je me suis inscrit en classe de clavecin à Toulouse, avec Yann Villamy-Hansen, et j'ai passé un prix de clavecin. Et puis quand on fait du clavecin, généralement on fait aussi de l'orgue en parallèle, donc c'est ce que j'ai fait aussi. Et ce n'est qu'après avoir fait mes études au CNSM à Paris, en écriture, que je me suis remis au piano et que j'ai découvert l'harmonium. Donc je pratique pas mal d'instruments à clavier, mais comme on faisait autrefois au 19e, il y a une période au 20e, on s'est spécialisé dans un seul instrument à clavier. Quand on était pianiste, on ne pouvait faire que du piano, ou organiste que de l'orgue. Et aujourd'hui, c'est vrai que les musiciens sont un peu plus tournés vers la pratique de plusieurs instruments, parce que c'est complémentaire tout simplement. Et comment on travaille l'orgue ? J'imagine que vous n'avez pas un orgue chez vous ? Non, alors il y a deux solutions. Soit vous avez des instruments numériques aujourd'hui, soit vous avez justement des harmoniums, mais alors pas des harmoniums où on peut faire des nuances, justement, des harmoniums qui sont des imitations d'orgue, où vous avez deux claviers et un pédalier qui vous permettent de travailler comme au 19e chez vous, mais on va dire que c'est relativement basique, on n'a pas toutes les ressources de l'instrument chez soi, bien évidemment. Et ça se trouve facilement, ce genre d'instrument, ou un harmonium Alors, il y a deux types de production d'harmonium. Il y a des harmoniums courants, on va dire. Ça se trouve, vous en trouvez encore aujourd'hui dans les églises. Si vous regardez dans les recoins, vous en trouvez. Donc, et si vous allez par exemple sans leur faire de la pub, mais sur le Bon Coin, vous trouvez un harmonium pour pas cher. Par contre, l'harmonium que moi je joue, c'est ce qu'on appelle l'harmonium d'art ou l'harmonium de concert. Et ça, c'est très très rare. Il y en a eu très peu de fabriqués. Donc, jusqu'à
Jusqu'à peu, on pouvait en trouver en cherchant, et aujourd'hui, vu le regain de popularité, c'est des instruments qui deviennent très très difficiles à trouver parce que dès qu'il y en a un qui sort, eh bien, tout simplement les Allemands, les Anglais, les Suisses, les Hollandais se jettent dessus, et il en reste peu pour les Français dont le pouvoir d'achat un peu moindre que nos voisins. Donc l'harmonium victime de son succès. Exactement. Vous avez accepté de choisir la playlist de cette émission, et justement pour notre première pause musicale, vous avez choisi d'écouter le prélude de l'Oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns. On se retrouve tout de suite après. Radio CHU, c'est ta radio. Camille Saint-Saëns avec le prélude de l'Oratorio de Noël sur Radio CHU, un morceau proposé par l'invité de Point d'Orgue, Emmanuel Pellapra. Pourquoi avoir choisi ce morceau ? Alors pour plusieurs raisons, parce que ma spécialité musicale c'est la musique française de la fin du XIXe siècle, du début du XXe, dont Saint-Saëns c'est le grand représentant, avec d'autres compositeurs. Puis c'est une œuvre que j'ai interprétée plusieurs fois, soit à l'orgue, soit même en la dirigeant. Et l'aspect qui m'intéressait ici dans cette œuvre, c'est que pour une fois, c'est assez rare, mais l'orgue est associé à d'autres instruments. Et c'est la musique que je préfère, c'est la musique de chambre, où on a l'occasion de jouer avec d'autres personnes. Donc vraiment, ça a associé toutes ces dimensions-là. Et donc vous avez fondé, arrêtez-moi si je me trompe, avec le pianiste Jérôme Grandjean, l'ensemble Double Expression, dans lequel vous faites connaître justement un répertoire assez méconnu du grand public. Et qu'est-ce qui a éveillé votre intérêt pour ce répertoire ? Tout simplement, pour commencer, c'est qu'il sortait des sentiers battus, parce que j'estime que quand on est musicien, l'intérêt c'est d'être curieux, parce qu'autrement on tourne toujours autour des mêmes œuvres, et on entend dans les concerts les mêmes sonates, les mêmes compositeurs. Donc je suis très curieux de nature, j'aime aussi mon patrimoine, donc c'est pour ça que j'aime fouiller vraiment les musiques à commencer. Alors, je suis toulousain de naissance, donc j'ai commencé à m'intéresser à certains compositeurs, et puis plus largement aussi tout ce qui est musique française. C'est une période vraiment très très riche, avec beaucoup de découvertes encore à faire, donc voilà, ça permet de répondre à plein de mes attentes. Et comment vous trouvez les partitions de ces morceaux ? Et d'ailleurs, comment vous découvrez l'existence de ces œuvres ? Alors, la source la plus importante, c'est la Bibliothèque nationale de France, où j'ai mes habitudes, puisque normalement, tous les éditeurs étaient censés déposer des exemplaires des musiques qu'ils faisaient. Donc, aujourd'hui, ces partitions-là ne sont plus réimprimées la plupart du temps, mais on les trouve à la BNF. Mais il y a des fois aussi où le hasard fait bien les choses, et je recherche soit dans des ventes aux enchères, des choses comme ça, soit des manuscrits, soit des partitions qu'on ne trouve nulle part. Et c'est ce qui m'est arrivé. Là, on va enregistrer dans un mois une sonate d'un compositeur français qui s'appelle Lefebvre Burvelli, qui n'est déposée dans aucune bibliothèque, et dont j'ai trouvé un exemplaire dans une vente. Et donc, actuellement, on est les seuls à la jouer, alors que c'est une partition très très importante. Et ça me permet aussi de l'enregistrer et puis de l'éditer pour la partager avec le maximum de musiciens. Donc, totalement au hasard parfois. Parfois au hasard, absolument. C'est beau. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a de particulier ce répertoire à vos yeux ? Est-ce que, vous en avez parlé un petit peu, mais est-ce que c'est la formation instrumentale ? Est-ce que c'est un esprit ou... Alors, il y a un peu tout, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, ce qui est original, c'est que c'est une époque où, évidemment, le gramophone n'existait pas encore. Donc, on essayait de recréer chez soi, dans son salon, la musique qu'on avait entendue au concert, voire symphonique. C'est ce qu'on définit par l'orchestre au salon. Donc, en fait, ce sont beaucoup de transcriptions qui permettaient de réentendre à la maison une symphonie de Beethoven, un quatuor de Mozart, et de pouvoir le rejouer entre amis, souvent entre un piano, un harmonium, voire en ajoutant un violon, un violoncelle. On arrivait comme ça à recréer presque l'illusion d'un orchestre. Et si parmi ces œuvres-là, vous deviez en choisir une qui vous parle, ce serait laquelle ? C'est difficile. J'ai parlé la sonate de Lefebvre Burvelli parce qu'elle est, pour l'instant, c'est un peu ma sonate, comme on est pour l'instant les seuls à la jouer, que c'est une très belle pièce. Et puis aussi les 6 duos de Saint-Saëns qu'on va enregistrer, parce que c'est une pièce qui presque révolutionnaire dans l'histoire de la musique française. À l'époque où ça a été écrit, dans les années 1850, c'est le règne de l'opéra. Et Saint-Saëns, qui est un tout jeune compositeur, il a à peine 20 ans, il se tourne vers la musique allemande, plutôt vers Bach. Donc avec une tentative de faire une musique plus contrapuntique, on va dire un peu plus, moins sérieux, plus sérieuse au contraire, et donc tournée plutôt vers Mendelssohn, Bach. Et c'est une musique qui va révolutionner les compositeurs qui vont venir après et qui vont comme ça subir une influence germanique et renouveler la musique française.
Alors c'est l'heure de notre deuxième petit intermède. Cette fois-ci, vous nous proposez le Scherzo opus 31 d'Alexandre Guillemant. On écoute et on se retrouve juste après. Radio CHU, c'est ta radio. Vous venez d'entendre le Scherzo opus 31 d'Alexandre Guillemant sur Radio CHU. Vous écoutez Point d'orgue avec l'harmoniumiste et organiste Emmanuel Pellapra. Pourquoi nous avoir proposé cette œuvre ? Alors parce que c'est avec ça que j'ai découvert l'harmonium d'art. Comme beaucoup de personnes, j'avais l'image d'un instrument poussiéreux et un peu vieillot. Et quand j'ai entendu cette œuvre, je me suis dit que ça pouvait être un instrument qui pouvait faire la musique virtuose aussi et qui était capable de plein d'expressions. Et en plus de cela, l'instrument qui est joué, c'est un instrument de Mustel, qui est aussi le facteur que je joue, qui a inventé l'harmonium d'art, l'harmonium de concert, et aussi un autre instrument qui est le Célesta. Alors c'est un instrument pas trop connu. Bon, tout le monde connaît le son du Célesta pour l'avoir entendu dans Casse-Noisette de Tchaïkovski ou plus récemment dans Harry Potter. Mais cet instrument a été inventé par le même et l'instrument qu'on a entendu regroupait ces deux instruments. C'est-à-dire qu'il y a deux claviers, un pour l'harmonium et un pour le Célesta. Et donc ça multiplie encore le nombre de possibilités sonores et de timbres. Et on a pu entendre justement les nuances, les soufflets dont vous nous parliez en première partie d'émission. Absolument, qui sont caractéristiques de l'harmonium. Alors je le disais en introduction, vous êtes aussi enseignant-chercheur à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous enseignez quelle matière ? Alors je suis spécialisé dans l'écriture, donc mon poste essentiellement est voué à l'enseignement d'écriture, c'est-à-dire, pour résumer, les bases de la composition, comment on harmonise un chant, comment on écrit, voilà. C'est un petit peu la grammaire de la musique oui, ça peut aller plus loin que ça, hein, mais effectivement ce sont ces bases-là, oui, au début. Et en tant que concertiste, vous êtes amené à jouer dans diverses formations. Vous avez une préférence pour la musique de chambre, si j'ai bien compris. Oui. Avec quels instruments ? Alors le répertoire le plus important, c'est piano-harmonium. Parce que tout simplement dans les salons, on va dire dans les salons parisiens de la fin du 19e siècle, dans toutes les bonnes familles il y avait un piano, ça c'était obligé, et puis dans pas mal aussi un harmonium. Donc comme c'était deux instruments qui étaient à côté, c'était assez pratique de faire la musique comme ceci. Mais la formation pour moi la plus aboutie, c'est violon, violoncelle, piano, harmonium. Vraiment on a des capacités là, de quasiment tout rejouer. Il y a donc des répertoires qui sont écrits spécialement pour cette formation ? Bien sûr. Oui, avec quel compositeur, par exemple ? Par exemple, Saint-Saëns. Après, beaucoup de transcriptions faites par des compositeurs alors un peu moins connus, hein, mais Guillemant, qu'on vient d'entendre, aussi a écrit pour cette formation-là. Georges Bizet a écrit pour piano harmonium aussi. Tous les grands compositeurs, Liszt, Rachmaninoff, Schoenberg, ont écrit pour l'harmonium, hein, même s'ils sont parfois quelques pièces seulement, mais ils y sont intéressés. Alors, vous êtes un chambriste, mais est-ce que ça vous arrive de jouer en soliste également ? Bien sûr, oui, c'est... À l'harmonium ? À l'harmonium, à l'orgue aussi. On va dire ça dépend des demandes des organisateurs de concerts. Évidemment, c'est toujours plus compliqué de faire un concert à 4 parce qu'il faut louer un piano, il faut qu'il soit accordé au même diapason que l'harmonium. Enfin, ces petites contraintes techniques auxquelles on ne pense pas, mais qui sont parfois lourdes pour des organisateurs. Est-ce qu'il y a une œuvre parmi celles que vous avez jouées qui vous a marqué depuis le début de votre carrière ? Alors je dirais peut-être la pièce qu'on entendra à la fin, d'Aimé Kunk, pour anticiper, parce que elle regroupe beaucoup de centres d'intérêt que peut-être on développera tout à l'heure. Et puis sinon aussi une œuvre de Karl-Gellert. Karl-Gellert, c'est un compositeur allemand du début du XXe siècle, une sorte de contemporain de Debussy, qui s'est consacré pendant une période de sa vie à l'harmonium d'art et qui écrit vraiment des choses sublimes pour l'harmonium d'art. Et une œuvre que vous n'avez jamais eu l'occasion de jouer et que vous aimeriez jouer ? Alors, une œuvre de Karl-Gellert aussi, qui est sûrement la plus difficile du répertoire, sa deuxième sonate pour harmonium. Il faut beaucoup de temps devant soi pour la monter, parce que on n'a pas idée de la virtuosité que ça requiert à l'harmonium. Bon, au piano, les pianistes sont habitués à jouer du Liszt, du Chopin, des choses très très difficiles, mais là on est à ce niveau-là. Donc c'est des choses que vous n'avez pas eu encore le temps de travailler ? Pas encore eu le temps de travailler, mais c'est mon rêve et un jour ou l'autre, je dégagerai ce temps-là. On suivra ça de près. Nous allons marquer une petite pause musicale. Vous avez choisi d'écouter le triptyque extrait de l'orgue mystique de Charles Tournemire. On se retrouve tout de suite après. Radio CHU, c'est ta radio.
C'était le début du triptyque de l'orgue mystique de Charles Tournemire sur Radio CHU, un morceau proposé par notre invité Emmanuel Pellapra. Avant de nous parler de ce morceau, je crois que vous avez une précision à apporter sur votre poste à l'université. Oui, c'est pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Alors, je ne suis pas exactement enseignant-chercheur, puisque ma thèse est en cours de rédaction, et ma thèse sur l'harmonium, et donc je suis tout simplement professeur agrégé à l'université. Donc vous serez bientôt enseignant-chercheur. Je l'espère. Et donc, pourquoi nous avoir proposé ce morceau de Tournemire ? Alors, parce que contrairement aux pays anglo-saxons, en Allemagne, en Angleterre, etc., on peut trouver des orgues dans des salles de concert, ça c'est vraiment très courant. En France, c'est plutôt une rareté, donc l'orgue, on les trouve dans les églises. Donc quand on est organiste, une partie de notre métier, c'est aussi d'être organiste à l'église, d'accompagner des offices. Donc cette pièce-là, alors je la joue en concert, c'est une pièce préférée, mais elle fait référence à ces offices-là, puisque ça s'appelle l'office mystique, et c'est l'orgue mystique, pardon, et c'est une pièce qu'on joue au moment de la Trinité, c'est-à-dire qui correspond à peu près à ce moment-là, qui a été écrite sur des thèmes grégoriens, de musique grégorienne, et qui est comme une musique improvisée, c'est des restitutions d'improvisation, donc on est vraiment dans le monde, dans une des facettes de l'orgue que l'on pratique. L'émission se dirige déjà vers sa fin, et oui. Je vous laisse présenter le dernier morceau d'Aimé Quinque. Alors, Aimé Quinque, c'est un compositeur toulousain qui a été Grand Prix de Rome, c'est-à-dire c'est la récompense suprême au début du siècle, on va dire. Juste après, il a été directeur du Conservatoire de Toulouse pendant 30 ans, entre 14 et 44. Et c'est un compositeur, c'est le premier compositeur vers lequel je me suis tourné pour mes recherches. Et j'ai même fondé une association avec le petit-neveu de ce compositeur-là. Et nous avons, grâce à cette association, pu produire 6 disques et l'avoir sorti de l'oubli. Et le dernier enregistrement, c'est celui-ci, et c'est le premier enregistrement de mon ensemble, Double Expression. Et donc c'est une transcription que j'ai réalisée, parce que la transcription, c'est-à-dire à l'origine c'est une pièce pour orchestre et harpe, et je l'ai arrangée pour harpe, voix, qui était à l'origine dans l'orchestre, harmonium et piano. Et c'est une pièce qui a été écrite il y a presque 100 ans pile, pour les musiciens tombés au champ d'honneur pendant la Grande Guerre. On écoute la pensée musicale pour voix, harpe, piano et harmonium d'Aimé Quinque. Radio CHU, c'est ta radio. C'était la pensée musicale d'Aimé Quinque pour Radio CHU. Merci Emmanuel Pellapra d'avoir accepté notre invitation et d'avoir joué le jeu en choisissant la playlist de l'émission. Merci aussi à Pierre au son et à Dorian pour la version vidéo de l'émission. C'était Point d'orgue avec Emmanuel Pellapra. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver l'émission en intégralité sur la chaîne YouTube et la page Facebook de Radio CHU. Au revoir.